Bienvenue au podcast Live Better, le podcast où on connecte avec des gens sur le fitness, la santé et le bien-être. Mon invité cette semaine, Dr Geneviève Beaulieu-Pelletier. Elle détient un doctorat en psychologie de l'Université de Montréal. Elle est également autrice du livre Trucs de psy. Elle est conférencière, elle est formatrice et elle est également professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment ralentir le rythme de la vie. On est souvent pressé, on est tout le temps occupé, on est souvent booké. On va apprendre à comment prendre le temps de vivre, comment sortir un petit peu de ce pilote automatique-là. On va également prendre le temps de faire le point sur sa santé psychologique. Geneviève va nous expliquer comment mettre en mots, verbaliser nos émotions et comment on peut prendre le temps de se prioriser également et que de se prioriser, ce n'est pas nécessairement égoïste. Bonne écoute. On est aujourd'hui un peu dans une culture de performance. On est tout le temps occupé, la vie, elle va vite. On valorise, je pense, un peu aussi beaucoup, les gens occupés, les gens bookés, les gens qui ont beaucoup de choses dans leur agenda. Est-ce que, je suis curieux d'avoir ton opinion, est-ce que tu as une idée pourquoi c'est quelque chose qui est autant valorisé dans la société aujourd'hui? Est-ce que ça a tout le temps été comme ça ou est-ce que c'est avec les années? Est-ce que tu as peut-être un peu une opinion là-dessus? Bien, spontanément, ce que je te dirais, c'est oui, il y a vraiment un phénomène social où on s'encourage beaucoup à ça. On se compare sur ce qu'on fait, sur ce qu'on réalise. Donc, c'est sûr que quand c'est valorisé, on va embarquer dans ce mode-là. C'est les modèles qu'on voit, nos proches, les gens au niveau professionnel, nos collègues. Donc, du moment où socialement on valorise une façon d'être, un mode d'action. Donc, c'est sûr qu'on va embarquer là-dedans. C'est pas juste au niveau professionnel, c'est que maintenant, on doit l'être, hein, très actif dans les différentes sphères de notre vie, ce qui vient au final à être tout un défi parce qu'on a plein, c'est vraiment comme d'avoir plein de plateaux en même Ouais, temps où on doit être bon, on doit être efficace et de se dire, par exemple, on gère bien, on n'en a pas trop, puis que c'est comme si ça, c'est pas suffisant. Tu sais, c'est très bien vu, oui, de dire: «Hey, j'en ai beaucoup, je suis tellement j'en suis fatiguée», puis on se remet même plus en question, un peu comme si, justement, ça devient notre norme. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ben évidemment, ça évolue à travers le temps. Donc, on n'est plus à une époque où on est vraiment dans notre survie, comme telle, tu sais, la survie heu d'avoir de quoi manger, de bâtir, d'être dans la culture de la terre. On est vraiment très loin de ça pour plusieurs. Disons il y en a dans encore notre, quelques-uns. exactement, puis je dirais ça dépend évidemment dans quelle partie du monde on parle, mais je dirais Mhm. que dans la culture qu'on a, on a le luxe de pouvoir aussi investir beaucoup au niveau professionnel. On a le luxe de pouvoir se dire: «Hey, je vais prendre soin de moi en allant m'entraîner, en faisant du yoga». C'est, tu sais, c'est quand même particulier, mais ce luxe-là vient aussi avec la contrepartie, là, mais donc je dois maintenant être performant dans tout ça. Il y a une comparaison et rajoutons aussi à ça tous les réseaux sociaux. Le fait que je vois ce que tu fais toi, je veux faire ça, je vois l'autre. Ah ben oui, ça m'inspire. Et là, on se rajoute une autre couche qu'on n'avait pas avant. Avant, on connaissait bon, un peu ce que nos proches faisaient, puis peut-être les gens sur la rue. Là, c'est plus le cas. On a accès à différents modèles et en plus, on s'entend que c'est biaisé par ce qui est montré là, sur les réseaux sociaux. Mais quand nous, on consomme ça, quand je regarde mon écran, ce que je vois, c'est ce qui m'est présenté. Donc là, je vais rentrer en mode comparaison sociale et ça ne m'aidera pas, bien évidemment. Non, c'est ça. Fait que c'est un cercle vicieux un peu. On grandit un peu là-dedans, dans cette roue-là. On voit les autres autour de nous être occupés. Fait que nous, on se dit, ah, ben, crime, ça a l'air qu'il faut être occupé dans la vie pour. Des fois, c'est une raison de succès, j'imagine, mais des fois, je pense que c'est juste c'est quasiment un automatisme de rentrer dans cette roue-là, d'être occupé. Là. Tout à fait. Puis tu sais, on se demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on accomplit. C'est très, très, très valorisé de recevoir cette reconnaissance-là de ce qu'on fait. Rajoutons même tout ce qui est le rôle parental. Ça en est venu à faire partie de cette attente-là de même performer comme parent. Donc, oui, ça vient avec cette attente-là. On se re-questionne très peu.
C'est comme si le modèle nous est présenté, on rentre rapidement là-dedans. Pensons même aux jeunes, tu sais, on parle de plus en plus d'anxiété de performance à l'école, dans les, tu sais, ce qui est les travaux, les examens. Alors, ça commence très jeune. On leur présente ce mode de vie-là très rapidement de être dans la performance, réussir. Et c'est ça qui va faire en sorte quoi? Qu'on va se sentir, j'allais dire épanoui, mais c'est un peu un leurre de dire on va être heureux. Si on est vraiment dans cette performance-là, si on réussit, si on est équilibré, on va être heureux. Mais malheureusement, très souvent, on se rend compte qu'on est, tu le décris très bien, là, on est dans un cercle vicieux, on est dans un rythme effréné. Finalement, on n'est pas du tout en train de se rapprocher de notre bonheur, absolument pas. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, essentiel d'arriver à un point où on se dit, OK, ça ne fonctionne plus. Je ne peux pas continuer à être juste dans cet automatisme-là, dans cette Le roue qui pilote tourne, le automatique, là. pilote automatique. Ouais. Ça ne peut pas durer si réellement on veut être heureux. Mais si on va avoir la chance d'approfondir un petit peu là, le pilote automatique, puis aussi juste un peu c'est quoi avoir une bonne santé psychologique, comment mettre la vie sur pause un peu. Ben, peut-être pas sur pause, mais au ralenti un peu. Mais juste pour continuer un petit peu sur ce point-là, est-ce que le fait de tout le temps vouloir être occupé, ça vient-tu peut-être un peu d'une peur? Tu sais, souvent, on fait quelque chose soit par amour ou par peur. C'est-tu la peur d'être, je sais pas, inutile? Est-ce que c'est la peur de... On parle beaucoup de FOMO des fois, le fear of missing out. Tu sais, d'après toi, ça vient-tu un peu d'une certaine peur? Peut-être qu'on a même à l'enfance aussi. C'est une question super pertinente parce que très souvent, ce qu'on va faire, les comportements qu'on va avoir, qu'on va manifester, oui, très souvent, il y a, tu sais, on cherche à combler des besoins, on a des peurs à travers ça. Juste dans ceux que, les peurs que tu décris, ça n'en fait vraiment partie. C'est pas nécessairement tout le temps la même pour tout le monde. Déjà, tu t'en parlais de différents, mais tu sais, pensons au FOMO. Donc, la peur de manquer de quoi, qu'il se passe des choses, puis que nous, on n'y participe pas. Puis, euh, ben, j'ai envie, donc, derrière ça, il y a toute l'idée de je veux m'accomplir, je veux être avec les autres, hein. Il y a un besoin de connexion aussi qui est très présent. Donc, de partager ces moments-là. Euh, Si on pense aussi de réussir pour avoir le regard, la reconnaissance, l'approbation, on revient aussi encore à quelque chose de relationnel. On en revient à, ben, si je reçois ce regard-là, je suis donc aimé. On est des êtres sociaux. On a fondamentalement besoin de se sentir connecté aux autres. Et très souvent, quand j'obtiens dans le regard de l'autre l'approbation, le hey, good job, Mhm, c'est ouais. vraiment bon ce que tu as fait, ou tu sais, wow, tu y arrives dans tes différentes sphères de vie. Comme si on se sent aimé, on se sent apprécié. Donc, ça peut faire partie, oui, de ce qui nous motive, ce qui fait en sorte qu'on va vouloir en faire encore et toujours plus. On Mhm, peut penser aussi à d'autres motivations qui peuvent être, par exemple, de dire, ben, si je me sens pas suffisamment accomplie, si j'ai l'impression, tu parlais de l'enfance, du passé, bien, mhm. on est énormément déterminé par nos expériences passées. Oui, dans l'enfance, mais tout le reste de notre vie, ça nous influence. Si je me sens pas suffisant, si j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, par exemple, si j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais donné cette reconnaissance-là, bien, ça se peut que je sois encore en train d'essayer d'aller le rechercher. Enfin, on va me le donner. Ça va peut-être être au travail, ça va peut-être être mes amis, mais je suis peut-être à la recherche de ce regard-là que je n'ai peut-être pas reçu et que, ben, au quotidien, constamment, je recherche. Donc, pour chacun, c'est différent, mais clairement, si on entre dans cette recherche-là de performance, d'être dans un rythme, tu sais, qui va vraiment venir j'a- j'allais dire combler, c'est pas combler. Ce rythme qui vient nous happer. Ce qui m'amène à penser, si tu me permets Oui, oui, vas-y, vas-y. d'aller vers cette idée, c'est aussi très souvent une façon d'éviter d'être dans le moment présent. Dans le sens que si mon esprit est constamment occupé à planifier, penser, agir, faire les choses,
je ne suis pas en train de ressentir. Je ne suis pas en train d'être dans le moment présent. Je ne suis pas en train de faire face à ce que réellement je devrais peut-être être en train de faire face. Donc, je rencontre plusieurs personnes pour qui ça devient un certain mode de protection. C'est comme pour éviter d'être en contact réellement avec ce qu'ils vivent, vont être plus dans faire, s'occuper Mhm. l'esprit. Donc, tu vois, ça peut répondre à différents besoins. Ouais. Ben, je pense que je me reconnais un petit peu là-dedans, là, pour faire une petite parenthèse. Je suis quand même quelqu'un qui aime ça être productif, occupé. Euh, ben ça vient un petit peu au point que tu as Oui. donné, là. Est-ce que... Ben c'est ça, fait que quelqu'un, exemple, ben, je prends mon cas, là, quelqu'un qui se valorise, exemple, beaucoup dans la productivité, le travail, c'est pas tout le temps, là, c'est du cas par cas, mais c'est un peu la recherche de connexion avec les gens, c'est un peu la recherche de, je vais pas dire de validation, là, mais c'est un petit peu ça. Ou... Bien, encore une fois, pour chacun, ça va être différent. Mais ce que tu nommes, ben, bien souvent, oui, ça va nous mener. Quand je parlais de rechercher ce regard-là, c'est la validation, c'est l'approbation. C'est tout à fait ça. C'est d'être dans je vais recevoir. Tu sais, le regard La tape positif, sur la table l'épaule, sur là, ouais. l'épaule, on est là-dedans. Ce qui revient, oui, à la connexion. En même temps, on pourrait être, tu sais, dans l'exemple où je parlais de, tu sais, on s'occupe de l'esprit, puis ça se peut que je fasse juste ma petite affaire, puis je ne suis même pas vraiment dans le regard extérieur. Là. Je suis juste en train de m'occuper, d'essayer de me développer. Tout ça, c'est d'une façon plus automatique pour ne pas ressentir, par exemple, ou pour ne pas être dans le moment présent, puis les défis que le moment présent peut comporter. Ben là, je suis moins dans un besoin de connexion, dans le sens où je suis peut-être plus moi par rapport à moi. Euh, mais reste que ça répond justement à un besoin. Ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter pour se Mhm. questionner, pour savoir, mais qu'est-ce que j'évite ou qu'est-ce que je vais rechercher? Donc, qu'est-ce que j'évite en étant constamment occupé? Et qu'est-ce que je vais rechercher là-dedans? Est-ce que je vais rechercher un regard? Est-ce que je vais rechercher une confiance que j'arrive pas moi-même à me donner? Donc ça peut faire partie. Tu sais, on va souvent parler d'estime de soi, de confiance en soi. Puis, ben, c'est que ça, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps, avec les années, avec le regard initialement extérieur qu'on va avoir. Donc, les personnes significatives de notre entourage, par exemple dans l'enfance, puis par la suite. Donc, je vais toujours un peu être à l'affût de ce regard-là, même en grandissant. Mais si en plus je ne l'ai peut-être pas eu suffisamment, pour moi, peut-être que ça va être encore plus à l'avant-plan. Donc, ça peut être un scénario aussi. C'est intéressant. Je vais vouloir qu'on revienne un peu sur tu sais, le moment présent et Oui, le lien un peu avec les émotions. Je vais juste pousser encore un petit peu oui, plus là, vas-y. le rythme de la vie qu'on a, parce que je pense que c'est quelque chose que bon, tout le monde vit. Là, ben, comme tu l'as dit, autant chez les enfants et les adolescents, on voit. J'ai pas la statistique, mais j'avais regardé un petit peu avant l'épisode, euh, juste pour avoir un petit peu une idée. Puis je pense que le nombre de gens qui ont, qui ont de l'anxiété, qui font de l'anxiété, est en. C'est quasiment pas exponentiel, mais pas loin. Là. Il y a plus de jeunes aujourd'hui qui sont anxieux, il y a plus de jeunes qui sont dépressifs. Bref, on voit que peut-être ça a un impact justement chez les jeunes. Fait que je vais vouloir revenir à ça, mais euh, je me demandais justement dans le rythme de vie qu'on a, on est tout le temps sur le go, go, go. Je pensais un peu au télétravail, tu sais, souvent, avant, ben, avant, il y a encore des gens qui le font, là, mais tu sais, on va au bureau, on fait la job qu'on a à faire, on revient à la maison, il y a comme une déconnexion un petit peu Ouais. entre les deux. Puis là, depuis la COVID, ben, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler à la maison. Ben, la job, ça peut amener du stress, ça peut amener une charge mentale, un poids sur les épaules, mais là, ton bureau, il est comme à la maison. Fait que tu n'es comme pas capable de créer une distance ou une genre de séparation un peu avec cette pression-là, si tu veux, l'espèce de justement pression de performance à la job et tout. Est-ce que toi, tu as vu peut-être que le télétravail, ou est-ce que tu penses que le télétravail, ça a un impact un peu justement sur le rythme de vie accéléré? Clairement. Clairement, parce que si on ne fait pas attention à comment l'instaurer, puis comment avoir ces moments de pause et surtout de transition. Quand tu parles de créer une distance, c'est ça. Si on ne fait pas attention à ça, c'est vraiment comme
On ferme notre écran, puis on amène tout ça dans le salon là, ou dans la cuisine. Il y a, cette transition-là est fondamentale. Et c'est de prendre le temps de voir, OK, comment est-ce que je peux... De se créer un rituel qui n'est pas de marcher jusqu'à la maison ou de prendre l'autobus ou l'auto, mais plus de faire, mais quelle va être, moi, ma transition? C'est important d'avoir cette déconnexion-là entre le travail puis le reste de la vie. Puis, tu sais, ça peut être tout simplement là, de fermer l'ordi puis d'être quelques minutes juste avec soi-même. Il y en a qui vont choisir une activité X, mais avant même d'aller retrouver, par exemple, les autres membres de la famille, s'il y en a, Mhm. ou avant de juste aller dans le salon, parce que notre esprit a besoin de cette transition-là. Ce qui fait en sorte que si je suis encore sur le stress ou que je suis encore happée par ce que j'ai vécu, par le travail ou par la réunion qui vient de se finir, là, je suis restée, Ouais. je suis restée là-dessus, ce qui risque d'arriver, c'est que je vais continuer ma soirée en étant encore préoccupée, en ayant des idées qui vont être plus à l'avant-plan. Je vais être portée à utiliser différentes stratégies pour réguler mes émotions, certaines qui vont être plus adaptatives que d'autres, mais c'est comme si notre cerveau va être, d'une certaine façon, à la recherche d'une façon de gérer tout ça. Donc, pas surprenant, par exemple, si je ne fais pas cette transition-là, de faire OK, j'arrive dans le salon, puis je vais juste aller scroller sur le téléphone parce que je n'aurais pas eu cet espace-là. C'est comme si on va quand même être à la recherche de quelque chose. Est-ce qu'on va être satisfait de ce temps-là? Pas nécessairement. Alors que si consciemment, on se dit, ben, regarde, je me garde un 10 minutes, un 15 minutes, peu importe. Je vais marcher, je m'assois, je lis, je peux, peu importe. J'écoute un podcast. Tu sais. Donc ça, c'est vraiment important de le planifier au même titre qu'on planifie une réunion, au même titre qu'on planifie notre horaire. Ces périodes de transition-là sont fondamentales. Mhm. Puis là, c'est ça, on parle beaucoup le rythme de la vie là, qui est trop rapide, mais puis là, on dit, bon, que c'est pas super positif, mais concrètement, pourquoi? C'est pourquoi on a la discussion aujourd'hui? Pourquoi un rythme de vie rapide, c'est négatif? On parlait tantôt que tu n'es pas dans le moment présent, tu vis pas tes émotions, mais qu'est-ce que ça peut faire, en fait, psychologiquement ou physiquement à mon corps À de court vivre comme ça? terme, Ouais. à court terme, on est bien bon. Tu sais, les êtres Ah ouais, humains, OK. on s'adapte très bien. Euh, c'est quand on voit que ce pilote automatique-là fait en sorte que on s'arrête plus, on ne se pense plus, on ne se ressent plus, on s'arrête pas, on est moins aussi dans des moments de qualité avec nos proches. Ça vient à causer, par exemple, plus certains symptômes, par exemple, anxieux. Ça vient à créer un mal-être aussi. Ça fait en sorte qu'on se sent moins bien et qu'on se réveille parfois en ne s'étant tellement pas arrêté dans les dernières années. Le temps a filé, on n'a pas été là. On a fonctionné, on a été efficace, mais on n'en a pas profité. Si tu savais la quantité de gens que je rencontre et qui ont ces regrets-là d'avoir été dans ce pilote automatique-là, puis à un moment donné, de se réveiller, ils arrivent parce qu'ils sont complètement épuisés, parce que finalement, ils étaient, par exemple, dans le travail non-stop ou puis élargissons ça là, dans toutes les obligations à gauche, à droite, les cours de ci, le transport. Puis ça brûle, ça gruge de l'énergie énormément. Donc, on peut être capable de le faire pendant un temps, pendant des années. On peut être excellent pour ça. Mais mine de rien, ça vient agruger. Donc, ça peut jouer sur l'humeur, ça peut jouer sur le niveau d'énergie, ça joue sur les relations interpersonnelles. Et j'ai envie de dire d'une façon très claire, bien, ça nous fait passer à côté de notre vie. Et ça, c'est terrible. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de passer à côté de notre vie parce que quoi? Parce qu'on courait après des objectifs en étant dans cette performance-là. Puis que ça soit clair, c'est pas de se dire de ne pas se donner de projets, de défis. Je suis quelqu'un de très passionné et j'en ai des objectifs et j'aime ça. Mais justement, il faut que ça soit vivant, il faut que ça nous pousse, il faut que ça nous Mhm. drive et non pas que ça nous gruge sans nous en rendre compte parce que finalement, on ne prend pas le temps d'être dans notre projet ou dans notre défi. Donc, l'idée, tantôt, tu disais pause ou ralentir. Effectivement, j'irais plus pour ralentir, dans le sens où, des fois, il y a des pauses réellement. Des fois, quand on s'est poussé tellement loin en termes d'énergie, puis de mal-être,
il y a des moments où on n'aura pas le choix de faire, là, j'ai besoin d'un moment de pause pour carrément recharger nos batteries. Parce que si on s'est complètement vidé, on ne peut pas partir du jour au lendemain. Il y a vraiment une reconstruction qui doit être faite par moment. Il y en a qui dorment presque plus, qui sont dans un grand épuisement. Donc, oui, des moments de pause, mais l'idée de ralentir, c'est de se dire, est-ce que je peux m'arrêter le temps de voir, mais qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de prioriser? Qu'est-ce qui me met en vie? C'est ça qui est fondamental. Du moment où je réussis à identifier ça, puis là, je fais juste lancer des questions comme si c'était facile à répondre. Non, ça prend un temps pour vraiment se regarder soi-même puis se questionner. Mais du moment où je sais à quoi je veux faire de la place dans ma vie, bien, je m'organise pour que ça rentre, mais pas à travers tout le reste, parce que je ne serais pas capable d'être disponible mentalement, émotionnellement, en termes d'énergie. Je vais devoir aussi enlever ce qui n'est pas cohérent, ce qui ne me nourrit pas tant que ça. Bien sûr, il y aura toujours des obligations de fonctionnement de base. Ça, on doit quand même faire nos finances, puis on doit... Bon, on ne peut pas tout Non, c'est ça. enlever. Mais est-ce qu'on peut élaguer ce qui n'est pas si pertinent pour nous à ce stade-ci de notre vie pour faire place à ce qu'on veut réellement? Parce que si on ne s'arrête pas, puis justement qu'on est dans le pilote automatique, puis qu'on fait, oui, moi, par exemple, je valorise la famille, mais finalement, je suis juste en train de toujours faire le transport, puis je n'ai jamais de moment de qualité, puis est-ce que vraiment je suis en train de prioriser le côté familial ou je suis plus dans une illusion? Puis c'est confrontant quand même de se dire ça. Est-ce que je suis dans l'illusion que Ouais, je suis j'imagine, vraiment en quand train de même. le prioriser? Hmm. Mais si finalement je boucle plein d'affaires et que je suis même pas là, Non, c'est ça. fait que quel moyen est-ce que je peux me donner pour réellement que ça soit cohérent pour vrai? Alors oui, en ralentissant le rythme, ça nous permet de pouvoir réellement prioriser ce qui est important pour nous. Mhm. J'aime ça, le concept de l'illusion, un peu, avec les pilotes automatiques. Comment... en fait, y a-tu des trucs pour savoir si justement tu es dans un pilote automatique, puis en fait, comment est-ce que tu sais si c'est une illusion? Y a-tu des façons de le savoir? Bien, j'ai envie de te dire de Y a-tu un commencer. truc? C'est ça. Oui, ben, je te dirais la première chose, c'est de s'arrêter pour penser. Quand on est sur le pilote automatique, on le fait même pas. Fait que, tu sais, juste en ce moment, la discussion qu'on a, on est en train de prendre le temps. On est en train d'arrêter ce pilote automatique-là, le temps d'une conversation ou le temps de l'écoute du podcast, par exemple. Donc, c'est une très belle ouverture de se dire, est-ce que je peux... Prenons pour acquis qu'on est tous dans ce pilote automatique-là. OK? Fait que déjà, on a gagné la première étape, on est dedans. OK? Donc, après, c'est de prendre ce recul-là. C'est de regarder comme observateur notre vie. De se regarder aller, de regarder la journée que je viens de passer, elle ressemblait à quoi? Les derniers jours, on ressemblait à quoi? Je regarde mes prochains jours. Est-ce que j'ai envie de les faire ces prochaines journées? Est-ce que j'ai envie de les vivre ou je fais plus comme ouf? Je les fais pour les faire. Oui, parce que je me suis booké tout ça. Puis, est-ce que le plaisir est encore là? Donc, déjà, juste de se poser ces questions-là, je dirais que ça permet de se saisir. Ça permet de se sortir momentanément du pilote automatique. Est-ce que c'est suffisant? Puis dès le lendemain, on va passer hors pilote automatique? Non. Mais c'est qu'on crée une brèche. On crée une brèche qui nous permet juste d'observer ce qui est là. Et de regarder son calendrier. Des fois, on peut vraiment avoir un choc puis de faire non. Et si ma réponse à demain, est-ce que ma journée me donne envie? Si la réponse est non, est-ce que je peux écouter ça? Est-ce que je peux écouter à quel point c'est pas supposé, là? La réponse ne devrait pas être que hier, c'était pas, j'ai pas eu de plaisir, puis aujourd'hui non, puis demain, j'en aurai pas. Ça veut dire que quelque chose n'est pas cohérent. Donc, une fois que cette brèche-là, elle est là, ben, je dirais, ben, ça nous ouvre le chemin après ça à voir, OK, est-ce qu'à travers, par exemple, ma journée de demain, est-ce qu'il y a des choses que je sais qui vont m'apporter du bonheur, du plaisir? J'aime bien utiliser juste le concept de vie. Est-ce que ça va me mettre en vie? Est-ce que je vais vivre de la joie?
Si déjà on se laissait guider par ça, puis encore une fois, on ne peut pas tout faire juste par pur plaisir, mais j'ai besoin, à travers de ma journée, d'avoir des activités, des moments, des interactions où je vais pouvoir ressentir ça. Donc, après, on entre plus en mode, est-ce que je peux décortiquer un peu mes journées, voir ce qui fait du sens pour moi, ce qui en fait pas. Essayer de se questionner sur ces valeurs aussi. Qu'est-ce qui est important pour moi à ce stade-ci de ma vie? Je referai le même exercice dans quelques temps. Mais en ce moment, qu'est-ce que je veux prioriser? Et en faisant ça, ça me permet de voir est-ce que c'est cohérent avec ce que réellement j'ai de planifié cette semaine ou c'est incohérent? Alors, je dirais que c'est une prise de conscience un peu, peut-être pour se donner un choc, là, pour avoir cet élan-là de dire, je dois passer à l'action. Parce que si je fais juste regarder et noter l'incohérence et ne rien changer, là, je vais donc tomber plus dans la plainte. La plainte dans le sens de ma vie n'est pas cohérente avec ce que je souhaiterais. OK, c'est un constat. Mais si je me sens impuissant et si je suis plus dans une plainte sans rien changer, d'une certaine façon, je suis en train d'endosser, je suis en train de faire le choix que je vais retourner dans ce pilote automatique-là. Et quand je parle de plainte, pas plainte dans le sens de je me plains, c'est plus dans le sens que quand on se sent dans l'impuissance, on nomme ce qui est difficile, mais sans passer à l'action. C'est difficile de changer des choses. C'est très difficile. Si ce ne l'était pas, il y a bien des gens qui ne viendraient pas dans mon bureau. Non, c'est ça. Donc, c'est difficile, mais je trouve que ça nous permet de voir que du moment où on voit où sont les zones d'incohérence, du moment où on voit que ma vie n'est pas aussi agréable que ce que je souhaiterais qu'elle le soit, je trouve que ça nous donne une très belle prise. Ça nous ramène à... On peut avoir un contrôle. Ça nous fait sortir de l'impuissance aussi. Fait que oui, ça va demander de prendre des décisions. Ça va demander d'énergie de changer les choses. Ça va demander d'arriver à mettre certaines limites, de refuser. Refuser des activités, refuser des invitations, refuser des projets, refuser peut-être une promotion parce que ça ne correspond pas à ce que je veux réellement comme poste, par exemple. Mais je vais retrouver un contrôle incroyable sur ma vie. Et ça, c'est là où le changement et le bien-être va pouvoir être à notre portée. Ça, c'est drôle, c'est comme un peu l'inverse. Souvent, on veut atteindre tellement d'objectifs, on veut faire tellement de choses pour un peu aller chercher le bonheur, mais en fait, c'est quasiment l'inverse dans certains cas. Il faut que tu prennes le temps puis peut-être t'enlever des choses à l'agenda justement pour prendre le temps de vivre. Ben Puis oui. là, être dans le moment, bien, souvent, c'est là que tu es peut-être plus heureux ou tu es plus connecté à toi-même et à la vie. Clairement, tu vas faire des choix qui vont te satisfaire beaucoup plus, qui vont satisfaire tes besoins psychologiques. Mais ça passe par sortir de ce pilote automatique-là. Le pilote automatique, d'une certaine façon, c'est une espèce d'engourdissement de l'esprit, là. On Une bonne s'engourdit. façon de le décrire, ouais. Ben, on ne se regarde pas aller. Mm. C'est ça, le pilote automatique, c'est j'avance. Ouais, mais tu avances vers quoi? Tu ne le sais même plus. C'est absurde. Vers quoi est-ce que tu avances? C'est ça qu'on a besoin de se poser comme question. Donc, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on s'est posé ça? Si ça fait quelques temps, voire quelques années, c'est le temps, je pense, de se dire, OK, je me re-questionne. Fait que c'est de prendre un pas de recul, justement. Ouais. Et, mettons, parmi tes patients, c'est quand un peu que tu vois justement que les gens ont un genre de déclic puis qu'ils réalisent qu'ils sont dans un pilote automatique? Parce que quand tu es dedans, c'est un peu... Tu le reconnais, mais c'est quand même Ouais. difficile de le reconnaître en même temps, mais c'est encore plus difficile d'en sortir. En règle générale, est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être un événement de vie qui arrive, puis là, ça fait comme prendre un pas de recul, ou c'est quand que les gens réalisent qu'ils sont dans ce pilote automatique-là? Je te dirais quand il y a une espèce de point où ça marche plus. OK. C'est-à-dire que soit que c'est quelqu'un qui va être en arrêt de travail, sur le bord d'un arrêt de travail parce que le fonctionnement n'y est plus, la motivation n'y est plus. Ou encore, ça va être quelqu'un qui va avoir, au niveau, par exemple, du couple ou de ses relations interpersonnelles, ça ne fonctionne plus. Ça se peut que ça soit par grande irritation, des crises de colère. Et donc, interpersonnellement, ça devient difficile. Puis là, ben, c'est quoi? C'est une manifestation que ça
fonctionne plus, là. Le pilote, dans le fond, j'ai envie de dire, c'est quand le pilote automatique échoue, dans le sens où, ben, il a-tu échoué? Non, il a été efficace, mais c'est qu'il n'est C'est plus comme désactivé. suffisant. Ouais, tu sais, dans le fond, le pilote automatique, c'est bon, tu es sur la route, tu avances. Là, il y a un obstacle et ton pilote automatique, il faut que tu interviennes, il faut que tu réalignes, il faut que tu ajustes ta vitesse, justement. C'est ça. Donc, c'est des moments où on doit regagner, justement, un contrôle, une maîtrise sur, sur notre véhicule. Puis le véhicule, c'est nous-mêmes, tu sais. Donc, fait que c'est des moments où, soit de bouleversement, mais je dirais vraiment au niveau du travail, du fonctionnement, des relations, ça accroche. Des fois, c'est des symptômes qui vont être beaucoup plus incapacitants, invalidants. Dans ça peut être des personnes qui... Le sommeil, là, ça ne fonctionne plus, là. Et des pensées très... qui tournent en boucle, des ruminations, des symptômes anxieux plus à l'avant-plan. Pour d'autres, ça va être plus des affects plus dépressifs, dans le sens où quand je suis sur le pilote automatique, puis par exemple, je vais depuis des années au travail, je me donne, là. C'est pas un milieu que j'aime pas, mais je me donne, mais je sens que j'ai pas... Tu sais, on a besoin d'avoir un sens à notre vie, là. On a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Puis quand je suis sur le pilote automatique à un moment donné, puis que je ne m'ajuste plus, bien, peut venir un temps où je vais juste commencer à perdre ma vitalité parce que j'en ai plus de sens à ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi je fais ces projets-là. Je ne sais plus pourquoi je travaille autant. Tu sais, j'ai de plus en plus de projets, j'ai de plus en plus de dossiers à gérer ou tu sais, même sortons du travail, différentes sphères de vie, j'ai de plus en plus à gérer. Mais j'ai perdu cette connexion-là de ça sert à quoi? Donc là, on peut tomber dans un versant un petit peu plus dépressif de ça sert à quoi? Mais c'est quand même tout un constat, là. Parce que quand je sors du pilote automatique puis que je vois le décalage entre ce que je faisais puis l'illusion de hey, tu sais, ouais, je suis super performant. Mais là, je m'arrête, je fais oh, c'était peut-être plus vide que je pensais. C'est horrible, se dire ça, là. On n'aime pas ça. Fait que c'est pour ça, très souvent, qu'on repousse ce moment-là d'être confronté au fait que, ben, finalement, il y avait peut-être un vide en termes de sens à ce que je faisais. C'est ultra confrontant. C'est pas le fun. Il n'y a personne qui aime ça, arriver à ce point-là. Mais c'est notre seule façon de nous réajuster, par contre. C'est comme un mal nécessaire. Ouais, exact. Ouais. Mais c'est un peu plate dans un sens que ça prend comme tu as dit là, un blocage dans la route, ça prend quasiment un gros événement un peu pour t'enlever de ce pilote automatique-là. Y a-tu peut-être quand même des façons d'en sortir sans nécessairement devoir se rendre jusqu'à l'obstacle? Y a-tu des choses qu'on peut faire un peu? Ben, t'en as parlé tantôt, là, mais y a-tu d'autres petites affaires qu'on peut faire? Mais déjà, juste d'être en train de se poser la question. Ça, c'est la première, ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait un gros événement ou un obstacle. Mais je dirais que quand on se pose cette question-là, quand on s'observe, après, toutes les possibilités s'ouvrent à nous. Il faut tout simplement se créer un espace pour réfléchir, un espace pour s'observer. Du moment où ça s'est fait, après ça, il n'en tient qu'à nous de voir est-ce que je vais le refermer bien vite ou pas. Le risque, des fois, c'est qu'on va vouloir aller très rapidement, changer notre vie, se donner plein d'objectifs, puis, tu sais, reprendre notre vie en main. Après la pause, un peu, là, tu veux dire, c'est ça? En fait, je te dirais, après le constat que je suis sur le pilote automatique, il faut que je remette ma vie, tu sais, que je reprenne une prise sur ma vie. Tu repars quasiment plus fort. Tu veux repartir plus fort, puis là, c'est là où, par exemple, tu vas te faire un plan d'entraînement, de manger santé. OK, je vais faire tel projet qui me passionne. OK, là, on part avec de très, très bonnes intentions, mais ça fait beaucoup. Et c'est souvent ce qui risque d'arriver, c'est qu'on s'en met tellement. Finalement, on revient dans une performance de je veux être performant dans mon réajustement. Ou, tu sais, fait que c'est ça qu'il faut quand même faire attention. C'est les changements que je vais mettre de l'avant. Il faut que je prenne le temps de bien les implanter. Il faut que je prenne le temps de voir qu'est-ce que je vais prioriser à travers ça. Se laisser l'espace aussi. Il ne faut pas que ça devienne stressant de réduire le rythme.
Donc, plus on y va graduellement, plus on se questionne. Il y en a que ça va être de dire, OK, je vais commencer par mettre des limites au travail pour souffler davantage. OK, bien ça va avoir dans quelques semaines, par exemple, des répercussions au niveau de l'anxiété qui peut être vécue. Ça peut avoir des répercussions sur le sommeil. Ah là, si là, j'ai plus d'énergie, bien là, possiblement que je vais avoir maintenant plus d'énergie pour, par exemple, aller bouger, m'entraîner. Donc, tu sais, il faut vraiment le voir comme un processus. Si on est sur le pilote automatique depuis des années, bien, c'est pas évident de changer ça du jour au lendemain. Mais gardons-le dans le radar pour ajuster petit peu par petit peu, je dirais, tu sais, les différentes sphères de notre vie. Mais tu sais, c'est facile à dire tout ça, là, tu sais. Ouais, oui. Facile à faire, Tu sais, à dire qu'à faire. exact. Fait qu'on on en est conscient. Tu sais, souvent, tu sais, l'idée du pilote automatique puis du moment présent, c'est pas la première fois. Tu sais, on n'est pas en train d'amener un nouveau concept, là, tu sais. Mais ce qui est intéressant, c'est de le penser différemment. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche ça. On parlait des peurs tout à l'heure. Ben oui, qu'est-ce qui m'empêche justement d'être dans le moment présent? Qu'est-ce que je vais confronter? Donc, pour certaines personnes, juste d'être dans le moment présent en faisant, par exemple, des stratégies ou des techniques de méditation, de respiration, tout ça, ça peut être super confrontant. Ça peut être très difficile parce que ça va activer des émotions, des pensées, peut-être même justement le sentiment de vide dont on parlait tout à l'heure. Il faut se pratiquer aussi à tout ça. Donc, quand je dis tu sais, qu'il faut y aller progressivement puis que c'est facile à dire, c'est aussi de se donner l'espace pour dire je suis en train d'apprendre comment fonctionner différemment maintenant. Je vais y aller par essai-erreur. Je vais faire des tests. Je vais me tromper. Je vais me réajuster. Il ne faut surtout pas qu'on s'arrête comme tel en chemin. Il ne faut pas parce que ça n'a pas... J'ai essayé de faire de la méditation, ça n'a pas marché, ça ne donne rien, puis on On revient à continue. l'ancien. C'est ça. Donc, identifions nos peurs à travers ça. Identifions les obstacles. Qu'est-ce qui nous rend ça difficile? Qu'est-ce que je porte de mon passé aussi qui pourrait venir faire obstacle? Donc, plus je le questionne, plus je me regarde aller aussi, plus ça me permet de me rajuster. Fait que, tu sais, je peux pas seulement dire ralentissons. Ah oui, c'est pas si facile, là. T'sais, on est en train de s'en parler, on a les deux un rythme de vie qui est pas nécessairement si lent non plus, tu sais. Mais, tu sais, si je trouve, mettons, je trouve un peu sur comment, personnellement, je négocie tout ça. Pour moi, cette drive-là, ces projets, je suis quelqu'un de passionné qui est stimulé par tout ça. Bien sûr que je me nourris de ça. Ces projets-là m'amènent beaucoup de plaisir, de bonheur. Là où j'ai personnellement plus travaillé, c'est de voir, OK, mais justement, qu'est-ce que je mets de côté? Et ça peut prendre un certain temps. Très longtemps aussi. Tu sais, de re-questionner, par exemple, certaines demandes, re-questionner certains idéaux aussi qu'on peut avoir. Tu sais, à force d'avoir des idéaux qui nous poussent, mais qui peuvent devenir une nuisance aussi. Tu sais, quand on parle, mettons, de s'entraîner, de bien manger, ça, c'est un peu les classiques, là. Et c'est quoi mon idéal à travers ça? Je recherche quoi? Est-ce que c'est vraiment juste la santé ou justement un espèce d'idéal que je me suis fait de c'était quoi la quantité d'entraînement nécessaire, puis à quoi je devais ressembler, puis pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est réellement pour mon bien-être ou pour, encore une fois, retomber dans, dans un idéal de perfection, par exemple? Tu sais, c'est tout ça qu'on doit comprendre. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut qu'on se donne le temps de penser à 100%. ça. Ouais. Est-ce que je vais juste, tu sais, est-ce qu'à la fin du podcast, je vais me prendre 5 minutes pour réfléchir, puis après ça va être tout? Ou je vais réellement me dire, là, ça suffit, là. Je veux vraiment opérer des changements dans ma vie. Je vais commencer juste par me créer du temps pour penser à ça. Si je le prends même pas, ce temps-là, comment veux-tu opérer un changement si tu t'arrêtes même pas pour te regarder aller puis voir ce qui pourrait être possible?
Fait que la première, tu sais, tantôt, on se disait d'avoir le constat comme première étape. Ouais. Mais après ça, est-ce qu'on peut juste se créer des petits blocs de temps, là, C'est un bon truc, ça, ouais. juste pour penser, ce qu'on fait pas en général quand on est sur le pilote automatique? Mais Fait que, c'est un bon truc. Surtout pour les gens qui sont très occupés, qui ont un agenda fourni, de justement te donner un bloc de temps. C'est pas obligé d'être 1 heure, là, j'imagine un non! 10-15 minutes, c'est suffisant, mais de le mettre à ton agenda, parce Ouais, que souvent, moi, j'en parle beaucoup comme ça. Quand je le mets à mon agenda, tu sais, je le fais. ouais. Puis souvent, à travers les trous, c'est là que je vais prendre le temps, tu sais, exemple, peu importe de réfléchir ou autre. Mais là, si je le mets à mon agenda, je pense que c'est comme un peu la première étape parce que je sais que je vais le faire vu que c'est à mon agenda. Ouais. Fait que c'est un bon truc. Ça fait Puis que c'est une bonne idée. il n'y a rien qui a le droit de Non, venir c'est à ça, la exact. place, là. C'est pas un Ah, si j'ai le temps, je le fais. C'est non, de telle heure à telle heure, je le fais. Exact. C'est une rencontre avec toi-même. Tout Ouais. comme si tu as décidé que pour toi, pour avoir un rythme plus doux, plus lent, c'est important, par exemple, d'aller marcher sur l'heure du dîner, par exemple. Il faut qu'il soit là à l'agenda. C'est pas, faut pas que ça flotte dans les airs. Il faut qu'il soit là au même titre que n'importe quelle rencontre de la journée. C'est à prioriser. Fait que, tu sais, c'est cette cohérence-là aussi d'une étape à la fois. Identifier, être capable de se donner du temps pour réfléchir, mettre en place, par exemple, vraiment à l'horaire. Et c'est que dans le fond, c'est qu'on se donne tranquillement les outils pour que ça fasse de plus en plus partie de notre vie. Fait que, tu sais, c'est pas juste de s'en parler puis de faire comme, oh, ouais, tu sais, Je vais le faire. je vais le faire. Non, non, mais comment est-ce qu'on va réellement l'implanter? On le voit à travers les études. Hein. Si on se donne un plan très concret, qu'on crée des ancrages aussi, c'est tout sur les théories, c'est comment amener, par exemple, une résolution, un changement ou l'atteinte d'un but pour que ça soit vraiment efficace. C'est pas juste d'avoir l'intention, c'est de te donner un plan, mais ton plan, il faut que tu l'ancres réellement avec des indices dans la réalité. Tu te crées des plans, par exemple, de si à l'heure. Donc, ça, c'est tout plein de belles études qui nous montrent, tu sais, si c'est l'heure du dîner, alors je vais marcher. C'est ce que tu viens de noter quand tu dis je vais le mettre à mon agenda. Tu t'es créé un plan. Donc, on se donne comme ça des ancrages. Pourquoi? Pour automatiser. Là, c'est intéressant. Parce que là, on parle du pilote automatique. Ouais, c'est ça, je suis curieux. Mais là, ce qu'on veut, c'est que notre pilote automatique, c'est on fait les choses par automatisme. Changer, c'est donc défaire cet automatisme-là qui était là. Tu veux ramener un nouveau comportement, mais au début, il va demander beaucoup d'énergie. Il va demander de la prise de décision. Ah, c'est l'heure du dîner. Ah oui, je m'étais dit. Ah, il pleut un peu. J'ai pas le goût d'aller marcher. Ça va te demander une énergie incroyable parce qu'il n'est pas encore automatisé, ce comportement-là. Le but, c'est tranquillement de l'ancrer le plus possible pour qu'il devienne ton automatisme. Parce que rendu, quand après ça, c'est super intégré que sur l'heure du dîner, tu vas marcher, tu ne te poses même plus la question. C'est ce que tu veux qu'il devienne, d'une certaine façon, ton habitude. Hein. Quand on parle de créer des habitudes, c'est ça. Et c'est là où ça a beaucoup plus de probabilité de perdurer réellement dans le temps. C'est comme un autre pilote automatique, mais mieux aligné avec tes valeurs et ce que tu veux un peu. Oui, je te dirais, on veut créer un automatisme, mais si tu es capable en plus d'en profiter en étant là, par exemple, de dire l'automatisme se crée de je vais aller marcher. Mais ça ne veut pas dire que ton esprit Est-ce est qu'on pourrait obligé dire d'être ailleurs. habitude? Habitude. C'est peut-être ça, Allons-y. ouais, OK. Dans le fond, c'est de créer des habitudes, mais l'idée, c'est d'utiliser le principe d'automatisme dans le sens de tu n'as plus besoin de te poser la question de est-ce que j'ai envie ou pas de faire ça. Tu t'es déjà, d'une certaine façon, dit que c'était important pour toi. Tu l'as planifié, par exemple, à ton agenda. Ça devient, à la longue, une habitude. C'est un automatisme dans ce sens-là, mais pas pilote automatique, dans le sens où on veut quand même en profiter. Si c'est quelque chose qu'on s'est dit que ça nous faisait du bien d'aller faire cette marche-là, est-ce que je peux quand même pas être dans me poser la question, est-ce que je veux vraiment y aller, ou plus d'être là dans le moment présent, de regarder ce qui se passe, tout ce qui est mindfulness, là, pleine conscience. Puis est-ce que je peux regarder autour de moi, peut-être avoir une interaction en marchant, voir ce que je ressens dans l'ici maintenant. Là, on a créé une nouvelle habitude, mais on peut quand même être dans l'ici maintenant pour en profiter puis ressentir beaucoup de bien-être. Je comprends. Je comprends la différence entre les deux. Là. C'est bien expliqué. En fait, il y avait une des choses aussi que j'avais regardé, les
les activités manuelles, ça l'aide beaucoup à être ancré dans le moment présent. Je pense comme au jardinage ou de la poterie. Tu sais, juste des petits travaux manuels, ça t'aide beaucoup à être dans le moment présent. J'avais vu, je pense que c'était vrai ou... Mais d'une certaine façon, tu es dans les sens. Fait que c'est très intéressant. Ça te permet. Tu sais, être dans nos pensées, c'est pas toujours évident. Parce qu'on peut ruminer, on peut penser à ce qui s'en vient. Donc, l'esprit, c'est plus facile qui s'écarte d'une certaine façon du moment présent. Tu as tout à fait raison que d'être tu sais, dans les sens de ce qui se passe aide beaucoup. Nous fait descendre plus dans ces sensations-là, dans ce que je ressens. Tu sais, regarde une technique, par exemple, comme de la respiration, c'est quoi? Bien, c'est de retourner, tu sais, c'est de sentir ce qui se passe dans le corps. Non, on est en train, c'est manuel dans le sens où c'est dans les sens, mais de la même façon, tout ce qui va venir solliciter le toucher, la vue, l'ouïe, tous nos sens, ça nous permet de descendre beaucoup plus facilement. Mhm. OK. Fait que c'est un bon truc Ah oui, oui, ça peut être un d'opérer très là-dedans. bon point de départ, oui. Ben, j'aime ça. Fait que, tu sais, on a parlé un petit peu, bon, le rythme de la vie qui est souvent accéléré. Tu as donné quand même quelques trucs, des conseils un peu pour comment mettre ça un petit peu au ralenti, pas sur pause. Des fois sur Mhm. pause, mais des fois au ralenti. Euh, Sinon, l'autre chose que je dois regarder un petit peu avec toi, c'était le fait de prendre soin de sa santé psychologique. Oui. Parce que je pense que ça vient quand même un petit peu avec le fait justement de se mettre sur pause, de prendre le temps de se recentrer. Tu as dit justement tantôt que quand on prend le temps de s'arrêter, on est plus connecté avec nos émotions. Euh, Pourquoi c'est important d'être connecté avec nos émotions? Ah, ben écoute, ça, c'est un magnifique sujet en soi. Les émotions sont vraiment importantes. Les émotions, c'est des indices, c'est des signaux qui sont là pour nous indiquer comment nous ajuster, dans le fond, à la vie, à la réalité. Les émotions sont là parce que, par exemple, il y a un obstacle devant moi, je vis une injustice, par exemple, puis tu sais, tout ça va faire en sorte que je vais être mobilisée. Par exemple, je vais ressentir de la frustration, de la colère, donc je vais vouloir régler cette situation-là. La tristesse, tu sais, ça va m'informer. Tout ce qui est en lien avec la perte, par exemple. Donc, tu sais, ces émotions-là sont importantes parce qu'elles nous permettent d'avoir un contact avec ce qui est en train de se passer et de le prendre comme une information pour nous ajuster. L'émotion comme telle, elle n'est pas problématique du tout, du tout. Peu importe qu'on parle d'émotions comme de la joie, bon, on les aime plus, les émotions plus dans cette gamme, de l'intérêt. Bon, c'est sûr que là, quand on tombe dans la tristesse, la colère, la jalousie, ça, c'est les émotions souvent qu'on apprécie moins. Mais il n'y a aucun problème à les ressentir, puis au contraire, elles sont utiles parce qu'elles nous permettent de nous ajuster. Là où ça devient plus corsé, c'est la régulation qu'on va faire de ces émotions-là. C'est les stratégies que je vais utiliser pour faire face à ces émotions-là qui montent en moi. Donc, c'est là où notre prise qu'on peut avoir, c'est sur comment je vais les réguler, ces émotions-là. Donc, tu sais, si je suis le fil de pensée, de dire, soyons plus dans le moment présent pour vivre nos émotions, tout à fait. C'est la base, je dirais que c'est une base très importante pour être capable psychologiquement de s'accueillir et de s'épanouir aussi à travers ça. Donc, ça commence par être capable de les ressentir, éventuellement de les identifier. Si on peut les traduire aussi en mots, que ce soit par l'écriture, que ce soit juste verbalement, que ce soit d'en parler à quelqu'un d'autre, ça fait en sorte que c'est moins envahissant. Ça fait en sorte que je peux justement trouver des solutions, je peux m'ajuster beaucoup plus facilement. Ça fait en sorte aussi que je ne serai pas dans certains mécanismes comme par exemple du déni ou de la minimisation. Tu sais, je viens de dire qu'elles sont utiles, ces émotions-là. Fait que si je fais du déni puis que je les retasse, mais je me prive d'une information vraiment très, très, très importante. Donc, plus je suis en contact avec ces émotions-là, plus je suis capable de les traduire, et plus je peux avoir une prise sur mon quotidien et les situations que je vis. Donc, c'est très aidant.
OK. Ben, c'est ça, j'ai verbaliser ses émotions, c'est important. Est-ce que les écrire, ça fait la même chose Tout aussi? à fait. On, Aussi? on le voit, là, il y a des études très, très intéressantes où, par exemple, quand on écrit, puis on n'est pas en train de les dire à qui que ce soit, là, mais on les écrit, que ce soit des émotions très actuelles, que ce soit même de raconter des événements passés, mais tu sais, plus on met en mots, puis on est en train de transformer, puis on est en train aussi de changer la charge affective. Donc, quand je parlais d'avoir une certaine prise, on est là-dedans. Fait que oui, d'écrire, c'est très, c'est très, très, très efficace. Puis, tu sais, même on pourrait penser à des stratégies autres. Tu sais, il y en a qui vont les danser, il y en a qui vont les OK. peindre. Quand je suis en contact, c'est pas, tu sais, on dit souvent de les mettre en mots, mais chacun, on a aussi nos Nos sphères, façons de nos le faire, façons, oui. oui. Alors, l'idée, c'est juste, est-ce que je peux les exprimer, ces émotions-là? Fait que, tu sais, si on a quelqu'un qui peut être par exemple, le mouvement ou la voix, la chanson, mais c'est tout à fait positif. C'est que je suis en contact avec ça, puis je le transforme. Et donc, ça fait moins pression. Parce que les émotions qui ne sont pas reconnues, tu sais, qui sont juste accumulées, Mhm. qui sont pas contenues, qui sont réprimées, ça continue à faire pression. Ça va venir soit m'influencer dans des décisions que je vais prendre qui ne sont peut-être pas ce qui était le plus bénéfique pour moi. Ça va m'influencer dans mes relations interpersonnelles. Si je dis pas, tu sais, si je n'identifie pas ma colère envers toi, puis je vais juste accumuler, puis là, finalement, je vais juste à un moment donné, ça va sortir Ça va tout croche, ça exploser, va ouais. exploser, puis ça va influencer notre relation. Donc, fait que ça peut être de cette façon-là. Ça peut être aussi que ben, je vais en venir à tous les symptômes qu'on parlait tout à l'heure par rapport au sommeil, par exemple. Je peux développer des symptômes physiques. Donc, ce qui ne s'exprime pas se vit autrement, mais pas nécessairement d'une façon qui sera bénéfique. Donc, ça, c'est une base fondamentale. Tu sais, ça peut avoir l'air cliché, là, parle de tes émotions. Oui, c'est parce qu'on le dit comme à la légère, parce que c'est pas facile, Mhm. mais c'est vraiment précieux. Je reviens un peu aux émotions et le lien avec le rythme de la vie. Parce qu'encore une fois, on disait, bon, d'être dans le moment présent, c'est là qui te permet de mieux vivre en fait, d'écouter tes émotions, de les vivre, ensuite de les verbaliser, c'est une bonne idée. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont justement dans le rythme ou le pilote automatique pour éviter ces émotions-là. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là pour peut-être les aider à débloquer un peu ce côté-là? Mais j'aurais envie de dire, euh, de réitérer à quel point c'est important de s'intéresser à ce qu'on vit et d'y aller à petite dose. On n'a pas besoin de se dire, hey, je vais aller méditer pendant 30 minutes puis je vais ressentir toutes mes émotions. C'est vraiment correct, là. La première fois que je suis allée sur mon balcon en me disant, je vais faire 30 minutes de méditation, j'ai détesté. Tu peux pas imaginer comment j'ai détesté ça. Ça m'a pas mis dans un état que j'ai adoré, mais c'est quelque chose qui se pratique. Puis c'est pas finalement, moi, la voix qui m'a le plus interpellée. Donc, tu sais, de se dire, allons-y à petite dose. Ça peut être juste de se prendre 1, 2 minutes. Juste être dans le moment présent, même pas encore dans les émotions, là, juste dans mes sens, dans ce que j'entends, dans ce que je vois, that's it. Juste de commencer par s'arrêter. Ça viendra peu à peu qu'on regardera un petit peu plus comment on se sent. Mais tu sais, il n'y a pas de pression justement à performer par rapport à ça. C'est une habitude tranquillement qui est à développer. Et de savoir que oui, il y a des contenus, que ce soit des pensées, des émotions, il y a des éléments qui vont nous bouleverser. Il y a des éléments qui vont nous happer. Puis on ne sera pas bien, on ne sera pas confortable. Et c'est pour ça, justement, qu'on les évitait. C'était pour éviter cet inconfort-là. Comprenons que plus on y fait face, plus on est capable de rester en présence d'une émotion, d'une pensée, d'une image, plus on en vient à la tolérer, moins elle va générer d'anxiété ou d'inconfort. Mais il faut passer par ce moment où arc, ou bien, tu sais, ou un moment de... Mais quand on reste suffisamment en contact, ça finit par
diminuer. Si j'ai évité toute ma vie d'être en contact avec certains contenus ou certaines émotions, au début, ça va me faire peur. Et plus je vais le faire, plus, oui, je vais être dans un inconfort, mais je reste, puis ça finit par diminuer. Donc, c'est de réapprendre à notre cerveau que c'est correct, tu vas survivre à cette émotion-là. Si c'est plus difficile, parce qu'effectivement, il y a des zones, par exemple, plus traumatiques, plus perturbantes, puis c'est là où ça peut être utile de le faire en présence d'une autre personne. Donc, ça peut être un proche, ça peut être de consulter un professionnel de la santé mentale quand on sent que hey, ça serait aidant là, si j'avais une autre personne pour m'accompagner. Mais on peut déjà le tester, on peut déjà s'essayer aussi par soi-même. Soyons curieux. Puis une émotion, ça ne nous détruit pas. C'est quand on ne l'écoute pas qu'on fait souvent des mauvais choix, qu'on prend des décisions, qu'on a des actions qui vont être moins adaptatives. Mais l'émotion, on n'a pas à en avoir peur. C'était très bien dit. Je veux revenir sur le... Tu as parlé de méditation. Oui. C'est un bon truc pour être dans le moment présent? J'imagine que oui. Ben oui. Mais tu sais, je te parlais que moi, j'avais pas aimé ma première expérience. Dans le fond, c'est que chacun, c'est important qu'on trouve juste une technique qui nous parle, qui nous fait du bien. Mais oui, la méditation fait partie des stratégies très, très aidantes, très utiles, qui font du bien, qui permettent justement tranquillement d'apprivoiser le contact avec soi-même, puis de descendre dans le moment présent. Mais il y en a pour qui ça ne dit rien, puis c'est correct. On peut aller vers... Dans le fond, c'est quoi? C'est de prendre le temps de sortir de ce pilote automatique-là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est une excellente stratégie. Mais, tantôt, je parlais, par exemple, de danse. Moi, juste de mettre de la musique puis d'être comme de faire mes activités, mais avec cette musique-là, pour moi, ça a un effet super puissant. C'est sûr que je m'en sers parce que j'ai vu que, personnellement, ça me mobilisait. Ça me permettait d'être beaucoup plus grounded, d'être dans le moment présent. Donc, on peut tester aussi. J'en ai, j'ai des patients, par exemple, que ça va être via aller jouer d'un instrument. Quand ils sont en train de jouer de leur instrument de musique, ça les fait vraiment vibrer. Ils sont là, ils ne sont pas en train de ruminer ou d'être sur le pilote automatique. Ça leur permet d'être dans le moment présent, de vivre des émotions aussi. Donc, explorons, essayons de jouer avec les différentes stratégies pour voir ce qui nous convient le mieux aussi. Encore là, ça pourrait être de les booker à son agenda, ces petits moments-là de méditation, de danse, ou etc. Oui. Ah, tout à fait. Tout à fait. Qu'elle fasse partie de notre quotidien. C'est pas une fois par mois, là. Puis, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long. Des 5, 10, 15 minutes réguliers d'un moment, d'une activité qui nous fait du bien, c'est déjà suffisant. Puis l'affaire, c'est qu'on risque d'y prendre goût aussi. Et donc, peut-être qu'on voudra prolonger ou pas. Ça se peut que ça reste des courts moments. Ça sera suffisant. Ben, c'est des bons trucs encore. Tu parlais tantôt, c'est quelque chose que j'avais noté, tu parlais de créer un espace favorable pour justement s'ancrer et prendre le temps. Il y a l'espace, j'imagine, mental, mais est-ce qu'il y a des façons de... Là, je sais que depuis tantôt, on dit qu'optimiser, c'est pas nécessairement bon, là, mais il y a des façons d'optimiser, entre guillemets, ou d'améliorer son espace physique à la maison? Ou y a des choses qu'on peut faire pour s'aider à justement ralentir le rythme de la vie? Ah ben là, tu m'ouvres une belle porte. Ouais. Tout ce qui est l'environnement physique, il y a deux choses qui me viennent quand tu dis ça. Il y a tout ce qui est l'encombrement. On parle depuis tantôt de quoi? On parle de l'encombrement du temps. Notre temps est surchargé de plein de choses, donc on encombre notre agenda. C'est la même chose avec nos pièces. Il y a beaucoup d'encombrement visuel. Donc, il y a énormément d'objets de toutes sortes qui requièrent du temps pour l'entretien, pour le ménage, pour ci, ça. Donc déjà, là, en faisant un peu plus d'espace autour de soi, on s'aide énormément parce qu'on gagne du temps. Mais au-delà de ça, tout l'aspect émotionnel des objets, c'est quoi? De la même façon qu'on a fait l'exercice avec le temps tout à l'heure, puis les activités,
c'est quoi les choses autour de moi qui sont vraiment importantes? Qu'est-ce qui est positif dans mon développement? Qu'est-ce qui me fait avancer? Et qu'est-ce qui me retient? On parlait d'idéaux tantôt. Est-ce que j'ai des objets qui font juste me rappeler ce que je réussis pas? Les projets qui n'ont pas marché, les idéaux que j'atteins pas. Par exemple, j'ai acheté telle machine d'exercice puis je la fais pas, puis ça fait juste me dire à quel À chaque point matin, je la vois, puis c'est un rappel comme quoi j'y vais pas. c'est terrible. C'est vraiment terrible. Donc, tous ces idéaux-là non atteints, ça amène au niveau de la santé psychologique, ça ne nous aide pas. Donc, ce qui fait partie de mon espace devrait être des choses qui sont utiles, qui m'amènent du plaisir à voir. Donc, ça se peut que j'ai des objets pas utiles, mais tu sais, qui m'amènent de la joie. C'est beau, tu sais, c'est esthétique, puis bon. Mais aussi des choses qui me font évoluer, des objets qui sont cohérents avec mes priorités actuelles et qui ne me ramènent pas en arrière. Je ne conserve pas des objets avec des charges émotionnelles négatives par obligation. Ça serait la même chose que de garder des activités par obligation ou d'accepter des invitations par obligation. On ne fait pas ça. On se re-questionne. On ne fait pas les choses par culpabilité. Donc, on ne garde pas des objets par culpabilité non plus. Ça, c'est, tu vois, je trouve que tu m'ouvres sur un Ouais, non, mais plan c'est super intéressant. intéressant Ouais. parce que ça se joue à tous les niveaux. Donc, au niveau de ce que je garde à l'esprit, on s'encombre l'esprit, on encombre notre horaire, on encombre notre espace physique. Alors, c'est tout ça, c'est toutes ces couches-là qu'il y a à désencombrer. J'avais déjà vu qu'un peu ton environnement, c'est une réflexion aussi de ton environnement mental, là. Fait que je pense que ça vient un peu Ah, ensemble. c'est... Si ta maison, ton appartement est en bordel, c'est peut-être pas tout le temps, là, mais c'est peut-être une réflexion un peu de comment toi, tu te sens à l'intérieur, j'imagine. Ben, mais clairement. Puis prenons-le d'une façon très, très de base, là. Si tu es dans une période où tu es vraiment très, très occupé, tu as beaucoup de choses, tu sais, ça roule, tu es sur le pilote automatique, puis que tu t'es lancé dans plein... Tu vas avoir beaucoup moins de temps réellement pour t'occuper de ton espace. Ça va s'accumuler. Tu n'auras pas le temps de vraiment bien arranger ça. Donc oui, c'est juste à ce niveau-là, de façon très de base, oui, c'est un reflet. Mais au-delà de ça, des périodes de plus grande désorganisation, de fatigue, tout ça, c'est des facteurs qui vont venir jouer. Intéressant aussi de regarder même le bureau d'ordinateur. Tu sais, ça peut être un très, très beau Ouais, c'est reflet vrai. pour certaines personnes. J'en suis la première. C'est bon. Tu peux suivre l'état Ouais. de ce que je vis en fonction de ça. Mais c'est intéressant, ça nous donne un bon indicateur de où est-ce qu'on en est. Donc, tu sais, de regarder un petit peu autour de ça. Puis le temps aussi qui est récupéré en ayant moins en termes d'activité, mais aussi d'objets, moins de préoccupations aussi. Tu sais, ça fait toute partie. Ça, les émotions, quand je prends le temps de les vivre, de réfléchir à certaines situations sans les ruminer, mais tu sais, plus d'être dans, bon, OK, je vis ce qu'il y a à vivre, là. Puis j'essaie de m'enligner. Soit j'ai peut-être des deuils à faire, j'ai peut-être des solutions à trouver. Mais tout ça fait en sorte que je gagne énormément de temps. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps-là? C'est là qu'il faut faire attention. Est-ce que Pas je de vais... se rajouter des tâches. C'est pas... Exact. Fait que là, c'est le temps de l'utiliser d'une façon cohérente avec ce qui est vraiment, vraiment important. Mais tu sais, des fois, ça m'amène à penser, des fois, on ne veut pas trop regarder. Je parlais de faire le constat, tu sais, de notre vie en ce moment. Qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Puis c'est challengeant, c'est confrontant parce que on va être face à des regrets. On va voir ce qu'on n'a peut-être pas investi comme on le voulait, des relations qu'on a peut-être délaissées. C'est peut-être des proches, c'est peut-être des enfants, c'est peut-être des parents. C'est très confrontant parce que on peut ressentir de la culpabilité, de la honte, puis les regrets de ne pas avoir fait ou d'avoir fait alors qu'on aurait peut-être été mieux de ne pas faire. Donc, c'est à ça aussi qu'on doit s'attendre. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, il y en a peut-être qui ont pour qui d'être face à ces émotions-là, c'est moins facile. Effectivement, parce que c'est ça qui nous attend. Mais est-ce qu'on peut dire collectivement que on va tout le vivre comme ça, chacun avec notre propre histoire,
mais on n'a pas à se sentir honteux des choix qu'on a faits. On n'a pas à se sentir coupable. Rappelons-nous qu'on a pris toutes ces décisions-là jusqu'à aujourd'hui en fonction de notre parcours de vie, en fonction de ce qui était le plus pertinent à ce moment-là. J'ai pris ces décisions-là parce que à ce moment de ma vie-là, j'ai évalué que c'était mieux. Puis peut-être les ressources que j'avais à ce moment-là, c'était ça. Donc, rappelons-nous ça. On n'a pas à porter une honte par rapport à ça. Puis tu savais comment ça, c'est une émotion qui, tu sais, dans l'idée du changement, avant d'être capable de changer, on doit être capable de regarder en pleine face cette honte-là puis faire non. Tu m'informes, la honte nous informe quand même qu'on n'est pas à l'aise avec certaines parties de nous, certaines décisions. On peut se sentir coupable aussi. C'est correct, c'est de l'information. Le but, c'est de la regarder, mais on ne veut pas rester prise avec ça, là. On veut l'utiliser pour faire maintenant des choix différents. C'est à ça que ça sert. La culpabilité, ça nous sert aussi à réparer certaines relations. La honte nous sert à nous ajuster en fonction de ce qu'on veut maintenant, aujourd'hui. Mais si je reste pris dans la culpabilité, la honte, puis que je ne la transforme pas, je ne pourrai pas changer. Non, c'est ça. Chaque émotion est importante. Il faut savoir quoi faire avec aussi. Ça, c'est quand même un défi, mais il faut les vivre ultimement. Les écouter, elles nous informent. Fait que, tu sais, si jusqu'à aujourd'hui, tu étais honteux pour avoir pris telle décision, bien, ça t'informe qu'aujourd'hui, c'est plus ça que tu prendrais comme décision. Donc, qu'est-ce que tu veux prendre aujourd'hui? Maintenant, comme décision, ça devrait nous servir à ça, la honte. Pas à porter puis à nous tirer vers le bas. Exact. Je veux terminer un petit peu avec le sujet, en fait, de prendre le temps de se prioriser. Mhm. Encore, je trouve qu'il y a un lien avec justement le quotidien qui est très rapide. Je pense que peut-être des fois, les gens, justement, sont tellement, je veux dire, sur la go, qu'ils sont tout le temps occupés, parce qu'ils sont peut-être pas capables de dire non. Oui. Là, encore une fois, ça ouvre quand même une grande porte, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, ça veut dire quoi exactement se prioriser, tu sais, au final? Parce que là, j'en parle, mais ça veut dire quoi? Ça veut juste dire de dire non à tout? Ça veut dire de filtrer à quoi tu dis oui? C'est quoi exactement pour toi? Un peu de tout ça. Dans le sens où se prioriser, je dirais, c'est tout ce qu'on se dit depuis le début, c'est quoi? C'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut prioriser, c'est quoi nos besoins. Et une fois que je sais ça, ça m'informe de où sont les limites que je vais poser. Donc, je ne peux pas me mettre des limites ou dire non si je ne sais pas quels sont réellement mes besoins, si je ne sais pas réellement ce que je vis. Fait que tout est cohérent, là. On commence par savoir ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est quoi nos besoins, c'est quoi que j'ai envie vraiment de prioriser, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui va refléter qui je suis. Une fois que je le sais, ce qui fait entrave à ça, ce qui fait obstacle, bien, c'est là où je vais dire non. C'est là où je vais poser mes limites. Fait que c'est indissociable. Est-ce que c'est facile de commencer à mettre ses limites? Non. De dire non. J'ai un chapitre complet sur d'apprendre à dire non, comment c'est pas facile. Mais c'est pas pour rien. C'est qu'il y a plein de raisons qui font en sorte que dans notre parcours, on peut trouver ça vraiment difficile. On veut être, on parlait tantôt, on veut l'approbation des autres, on veut l'amour des autres. On peut vouloir aller rechercher ça en satisfaisant les attentes des autres. Donc, on va se dire, ah, ils vont m'aimer si je dis oui, puis que je ne mets pas ces limites-là. Donc, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que, personnellement, ça peut être plus difficile de mettre ces limites-là, mais c'est essentiel d'y arriver. Parce qu'en mettant ces limites-là, c'est là où on se priorise, c'est là où on se respecte. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de rejeter les autres et de ne pas prendre soin d'eux? Parce que des fois, le reproche qui est fait, j'ai par exemple des patients qui vont se faire dire par l'entourage que là, ben là c'est égocentrique, par exemple. Là, égoïste. Égoïste, oui. Tu penses à tes besoins puis tu mets tes limites. Puis, ben, c'est pas ça. Se prioriser, ça peut être fait d'une façon respectueuse des autres. Mais ça se peut qu'une personne avec qui je suis en relation, que ce soit au plan amoureux, de travail, en amitié ou au niveau de la famille, ça se peut que du moment où je suis plus en contact avec ce que je vis, que je sais plus ce que je veux et donc que j'ai des limites à poser, ça se peut que la dynamique qu'on avait établie
ne suivent pas. Et oui, ça peut faire en sorte que, bon, on peut recevoir de la critique, de la désapprobation. Est-ce que ça veut dire que c'était égoïste? Non, ça veut juste dire que c'est juste de se dire, ben c'est une survie, là, de se prioriser. Ça veut juste dire, ben voilà qui je suis, puis pour évoluer, c'est de ça que j'ai besoin. Puis voilà où ça, je ne peux pas dire oui. J'aimerais bien, mais ça, c'est trop. Ou tu sais, le fameux ça suffit. C'est assez. Ma limite, elle est là. Ce qui est intéressant, c'est que quand ça, c'est clair, puis qu'on est capable d'évoluer dans la relation, bien, c'est là où on a des relations plus réciproques et épanouissantes. Si quand je mets une limite, je reçois plus de la critique ou je reçois plus du négatif, c'est peut-être une dynamique qui ne fonctionne pas à la base. Donc, ça nous permet aussi de re-questionner nos relations. Encore là, quand on commence à dire non, des fois, on le fait de façon un peu maladroite. Non, mais. Non, oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, gardons ça en tête. Ça prend quand même une certaine pratique. Il y a rien qui empêche d'affirmer une limite. Là, après ça, on regarde, on fait, ouais, OK, je l'ai peut-être dit d'une façon un petit peu trop intense. Puis on peut tout à fait retourner à la personne. Écoute, je te l'ai peut-être pas dit de la meilleure façon qui soit, mais bon, puis là, on essaie de réexpliquer. Donc, tu sais, c'est un ajustement aussi. Donc, il faut se laisser le temps aussi de se pratiquer, de faire des erreurs en s'affirmant. Mais derrière ça, c'est toujours dans l'optique de, mais je veux que mes relations se développent bien. Je veux que ça soit nourrissant. C'est essentiel. Sinon, on ne peut pas bien évoluer dans des relations où on ne peut pas s'épanouir. Ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est de prendre le temps aussi pour soi. Tu sais, on parle de justement ralentir un peu. Je pense de se prioriser, ça te donne du temps justement pour vivre tes émotions ou aller faire des activités comme on a dit tantôt. Fait que, tu sais, se prioriser, oui, c'est pour les relations avec les autres, mais j'imagine que c'est pour la relation avec soi-même aussi. Ah, clairement. En fait, c'est les deux. C'est vraiment les deux parce que plus tu ralentis, plus tu vas aussi, oui, pouvoir prioriser à certains moments des moments avec d'autres qui vont être, tu sais, où je vais pouvoir être disponible. Je vais vraiment pouvoir être là quand on fait une activité ensemble. Mais oui, par rapport à soi-même, plus on se priorise, c'est d'avoir du temps de qualité qui nous fait du bien. Tu sais, c'est la base de la santé psychologique, là, la santé mentale, c'est d'être capable d'avoir un quotidien qui fait du sens, qui nous met dans un état de bien-être, qui fait en sorte... tu sais, ça ne veut pas dire qu'on vit rien. Hein. La santé mentale, c'est... On va toujours avoir des défis, on va toujours avoir des moments difficiles. C'est correct, c'est beau, là, c'est ça la vie. Mais c'est d'être capable de développer une capacité de s'ajuster à travers ça, d'être capable de, justement, se construire un quotidien qui nourrit, qui nous permet de nous épanouir. Et donc, après, on peut faire face à différentes situations en s'ajustant. Alors oui, il y a des fois où, par exemple, on investit beaucoup un projet, il se passe quelque chose, que ce soit maladie ou une situation familiale qui fait en sorte que ça se peut que je doive moins investir tel projet à un moment. Mais si je garde en tête, OK, mais comment est-ce que je peux continuer à être en contact avec moi? Comment est-ce que je peux continuer à ce que mes journées, malgré tout, tu sais, me nourrissent à travers ça? Je suis en train de m'adapter, de m'ajuster peut-être à des moments qui seront de plus grands défis. Ben, c'est le fun parce que tous les sujets qu'on a parlé, c'est tout interrelié au final. Clairement. De se prioriser, de ralentir un petit peu le rythme, de vivre ses émotions, pourquoi c'est important, puis comment se rendre en fait à cet état-là où tu peux vivre tes émotions. Si on pouvait donner peut-être un... Là, je te demande encore un truc. Peut-être juste un petit mot de la fin, tu sais. Comment prendre le temps de vivre? Ça serait quoi un peu la grande ligne de comment on fait pour prendre le temps de vivre et prendre le temps de se ressentir au final? Tu sais, je vais faire une aparté avant de répondre, mais dans l'idée des trucs, tu sais, oui, on s'est donné des trucs. Est-ce que ces trucs-là sont suffisants après avoir écouté notre échange pour tout changer dans notre vie? Non. C'est des éléments qui vont nous questionner, c'est des éléments qui peuvent nous motiver, mais ces trucs-là peuvent juste vraiment être utiles si on prend le temps réellement de s'arrêter pour changer des choses dans notre vie concrètement. Donc, ça doit se faire sur les deux plans. Fait que pour répondre à ta question, pour arriver à ça,
Ben, je peux juste dire, soyez curieux de ce que vous allez découvrir dans le contact avec vous-même. Tu sais. On a à s'intéresser à ce qui est là. Ce qui nous fait peur, on va l'apprivoiser en chemin. Ce qui n'est pas clair, on va le clarifier en chemin. Ce vers quoi on veut aller va se préciser au fur et à mesure. Ça va passer par prendre des décisions à plusieurs moments. On n'est peut-être pas prêt à les prendre tout de suite, c'est correct. Mais si on demeure curieux puis intéressé réellement, bien, on est vraiment bien parti. Tu sais, si je peux te transmettre à quel point tout ça, oui, peut nous faire peur, mais en même temps peut vraiment nous être bénéfique, bien, je trouve que c'est une immense avancée d'être capable de s'arrêter juste pour se regarder un petit peu aller. Il y a fort à parier que tranquillement, ça va nous donner le goût de prendre un petit peu plus, puis un petit peu plus de temps, tranquillement pour, oui, plus s'observer, se re-questionner, mais surtout pour être capable de développer une vie qui va être plus cohérente et donc qui va faire plus de sens pour nous, qui va nous permettre de sortir de ce pilote automatique-là. Pourquoi? Bien, pour créer un quotidien qui va être plus nourrissant, plus épanouissant. Puis ça n'a pas besoin d'être des immenses changements. Des petits changements dans notre quotidien peuvent faire une différence incroyable. Fait que, tu sais, partons pas en peur, là, puis partons pas dans des trop gros changements. Des petits ajustements peuvent faire une différence immense sur notre bien-être. Fait que, tu sais, restons curieux puis intéressés par ce qu'on vit. Geneviève, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent aller te suivre un petit peu? Je sais que tu avais ton livre aussi. Oui, bien, effectivement, dans le livre, il y a beaucoup de thèmes qu'on a parlé aujourd'hui. Puis, bon, c'est trucs de psy, guide pratique pour s'aider soi-même. Puis, à travers ça, il y a autant de la réflexion pour comprendre, comme on a fait aujourd'hui, des exercices pratiques, puis des trucs. Là, les trucs sont Des ancrés trucs. dans tout ça. Donc, Ouais. là, on peut vraiment voir, se questionner les obstacles aussi qui sont là pour que les trucs puissent être vraiment implantés réellement. Il y a mon site internet gbeaulieu-pelletier.com où, dans le fond, on peut voir les différentes façons là, de me contacter, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc, voilà. Puis, ça me fait toujours plaisir de pouvoir comme ça discuter. Donc, je te remercie vraiment beaucoup Merci à pour toi. l'invitation parce que je trouve que c'est des espaces vraiment importants. Tu sais, on a quand même passé un bon temps à s'arrêter pour se C'est vrai. questionner. Je trouve ça fabuleux. Fait que, tu sais, Mhm. si ce temps-là qu'on a pris ensemble peut permettre déjà de ralentir un peu, écoute, je trouve que c'est génial. Fait que merci beaucoup. T'as raison. Excellent. Ben, merci beaucoup. C'était un plaisir.